La modestie doit rester en famille, entre amis, dans la vie quotidienne, mais pas du tout dans les affaires ou dans le travail. Badr Boussabat est spécialiste de l'intelligence artificielle. Il vient nous parler aussi du Morocco 40 Under 40. C'est une association que tu as commencé avec ton frère, il me semble. Notre projet pour 2030, c'est d'avoir 200 leaders prêts pour le Royaume du Maroc. C'est ça notre obsession. Une fois que vous avez vos 40 leaders, quel est le pitch? On a organisé un webinar, par exemple, avec Ilham Qadri, qui est une des CEO les plus influentes du monde. Il faut créer ce pont entre les MRE et les Marocains du Maroc. Le sujet le plus important, ce n'est pas que l'IA, c'est surtout le métavers. C'est une économie qui va être 1 million de fois plus intéressante que l'économie que nous connaissons aujourd'hui. Tu es plutôt quelqu'un qui a une vision très optimiste, avec beaucoup d'espoir par rapport à l'intelligence artificielle. Tu en parles dans tes livres. Tu dis que l'intelligence artificielle va nous libérer et ça va nous rendre plus spirituels. Donc je voulais te poser une question sur ça, en particulier sur l'impact sur la culture et la spiritualité dont tu parles. Je pense que d'ici 10 ans, voire 15 ans, l'intelligence artificielle aura automatisé énormément de tâches et nous allons nous précipiter vers un nouveau modèle de société qui sera ce que j'appelle un modèle de société post-matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est au centre de la société. C'est lui qui dirige notre quotidien, Mhm. notre calendrier, l'heure du réveil, l'heure du sommeil, etc., etc. Eh bien, dans la société post-matérielle, on va avoir une quantité de tâches qui va être automatisée, qui fera qu'on va libérer du temps pour se concentrer sur des choses beaucoup plus existentielles. Alors, je ne dis pas que c'est la fin du travail. Je dis que c'est la fin du travail au sens moderne du terme, celui qui nous oblige à respecter un certain horaire. Mais ça ne veut pas dire on ne voudra plus travailler, on n'y aura plus de passion. Justement, on fera les choses à cœur. Donc, tous les projets dans lesquels nous serons, ce seront des projets que nous portons en nous et pour lesquels nous voulons nous engager. Donc, les métiers sociaux, les métiers d'entrepreneurs, les métiers de prise de parole, tous ces métiers-là ou de santé vont prendre une importance encore beaucoup plus importante. Et donc pour les autres tâches qui vont être automatisées, ça va libérer du temps pour l'amour, la spiritualité et la famille. Trois choses pour lesquelles nous n'accordons pas suffisamment de temps. Mais pour jouer un peu l'avocat du diable, certains diront, là aujourd'hui on est connecté, hyper connecté, et en termes de relations, les gens se sentent quand même seuls. Alors il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, je pense que, et on le voit dans les chiffres, l'automatisation, la numérisation et l'implémentation d'intelligence artificielle accélèrent et multiplient les événements sociaux. Lorsque Spotify commençait à se faire beaucoup connaître à travers le monde, ou Deezer, je me rappelle encore en 2010, 2011, etc., on avait de la musique en abondance, quasiment gratuitement. Alors, le réflexe que nous avons, c'est de se dire, bon, on a la musique à disposition, les artistes vont mourir. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Justement, les artistes ont pris encore plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'on achète de plus en plus de tickets de concerts et de festivals pour y participer physiquement. Donc l'expérience demeure. C'est juste la consommation qui diffère. Le modèle diffère, mais l'expérience prend plus de valeur et donc la musique ou l'art en général continue d'exister, voire même devient plus important. Maintenant, le deuxième scénario, et qui pourrait arriver dans 20 ans, je pense, d'ici 20 ans, et ça c'est un risque à contrôler, c'est lorsque le métavers reviendra tendance sur le marché, ce que je pense va arriver. Moi, je pense que le sujet le plus important, ce n'est pas que l'IA, c'est surtout le métavers, parce que c'est une économie qui va être 1 million de fois plus intéressante que l'économie que nous connaissons aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point il va y avoir des opportunités d'affaires inimaginables, parce que c'est un monde où l'imaginaire prend de la place beaucoup plus que dans le réel. Aujourd'hui, on monte une entreprise, même dans le numérique, même sur les réseaux sociaux, il y a une part de réalité qui contraint certaines de nos idées. Mhm. Dans le monde du métavers, ces limites sont encore plus repoussées. Lorsqu'on repousse les limites, c'est-à-dire qu'il y a des parts de marché encore plus importantes. Et lorsque vous avez plusieurs métavers, alors vous avez une infinité d'opportunités. Et le risque qui pourrait arriver dans ce monde-là, et je pense d'ici 20 ans, on y sera, Mhm. seul Dieu sait, mais selon mon intuition et mes observations et mes recherches, nous y serons dans 20 ans. Et il faut déjà préparer les gens là-dessus. C'est qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui oublient le réel pour s'intéresser à cet univers exclusivement, qui se diraient, je,
j'ai beaucoup plus de sensations fortes et Mmh. positives dans ce monde irréel qui est le métavers plutôt que dans la vie réelle. Mmh. C'est pour cela qu'on doit davantage favoriser les liens sociaux, les liens familiaux et la culture du pays. Parce que c'est en s'enracinant dans notre culture qu'on arrivera à trouver l'équilibre. Et je ne m'en fais pas pour le Maroc à ce niveau. Parce que je pense qu'on a tellement cette attache de notre pays et du réel. Pourquoi? Parce qu'on favorise l'interaction humaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on discutait tout à l'heure, un email, c'est pas suffisant pour créer une relation au Maroc. Mmh. Il faut rencontrer la personne, partager un moment autour du café, et c'est une bonne nouvelle. Intéressant. Justement, en parlant du Maroc, dans ce monde qui se AIise, disons-le comme ça, quelle est la place de l'IA au Maroc et surtout comment on peut préparer les gens, comme tu disais tout à l'heure, pour ce qui arrive? Là, j'ai l'impression qu'on parle encore d'intelligence artificielle comme cette chose qui arrive à grands pas et qu'il faut appréhender. Je ne sais pas quand est-ce que ça va devenir complètement mainstream, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, comme tu dis, mais comment on prépare les gens pour ça? On les prépare premièrement en leur proposant l'intelligence artificielle comme une opportunité d'affaires et de changement de vie. Moi, je pense que le Maroc peut être un champion de l'intelligence artificielle et peut devenir une puissance de l'intelligence artificielle parce qu'on a ce que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire les ressources humaines. Nous avons énormément de ce qu'on appelle de capables, de femmes et hommes qui ont des qualités exceptionnelles dans l'intelligence artificielle et qui en plus conjuguent cette connaissance avec cette ouverture sur le monde, le fait de parler plusieurs langues, le fait de s'ouvrir à l'interaction sociale très facilement et le fait d'être curieux. Donc tous ces aspects-là font que le Maroc est très bien positionné pour cela. Nous avons aussi, sous l'autorité de Sa Majesté le roi du Maroc et de ses ministres, une volonté de pouvoir avancer là-dessus. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit faire beaucoup plus. C'est à nous d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée sur le marché et d'inspirer ceux qui sont autour de nous. C'est notre travail d'apporter de la valeur ajoutée. Mmh. Et c'est pour ça qu'on doit porter un discours positif sur l'IA. Et ce que je constate, c'est qu'au Maroc, on a tout de même un a priori plutôt positif sur l'IA, ce qui est une excellente chose. Dans d'autres pays, c'est vu comme la fin du monde, ce qui nous laisse présupposer une volonté de construire notre avenir. Mais par contre, on doit se concentrer sur l'aspect business. On doit se mettre dans une certaine mentalité qui est la suivante. Il faut faire du chiffre pour le pays. C'est important, c'est du concret. On doit développer l'IA pour favoriser évidemment le pays dans l'accès aux soins de santé, pour améliorer l'éducation. Et ça, c'est une réalité pour tous les pays. Mais on doit créer du chiffre et donc vendre à l'étranger. On doit créer des, euh, des entreprises marocaines, des entrepreneurs et entrepreneuses marocains qui s'exportent. Mmh. Et, et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où on a une diaspora qui est parmi les plus éduqués du monde. Nous avons des Marocains dans tous les pays du monde, vous en faites l'expérience, et qui ont des choses à apporter au pays. D'accord? C'est une des diasporas les plus nombreuses et éduquées. Et surtout dans tous les pays du monde. Ce qui fait que le Maroc a une double entrée. Une entrée à l'intérieur et une entrée à l'international. Ce qui fait que les projets ne peuvent que fonctionner si on s'y met ensemble. Mais si on va plus loin là, concrètement, parce que je parlais avec Taoufik Aboudia la semaine dernière, et il me disait en fait qu'au Maroc, on a un problème de data, parce qu'on on n'a pas de data. Donc comment est-ce qu'on peut travailler avec l'IA si même la data n'est pas là, n'est pas présente? Alors, c'est vrai que le travail d'un data scientist, le travail le plus important, c'est le fait de la cleaner, donc de la nettoyer. Donc, data quality, c'est vraiment le challenge le plus important lorsqu'on est dans l'IA. Ça Mm. prend du temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? En gros, une donnée de bonne qualité, c'est une donnée qu'on peut utiliser dans l'IA. Lorsqu'elle est de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elle a un mauvais format ou elle est dans des structures qui ne peuvent pas être connectées les unes aux autres. Et donc là, c'est très difficile de faire travailler l'intelligence artificielle. Cela dit, on a une capacité de création par la donnée, mais ça suppose évidemment un nouveau mindset, celui de se dire, il faut créer un géant de l'IA. Il faut créer des entreprises niches aussi de l'IA
qui s'exportent en Afrique et à l'international. Euh, et ça, c'est vrai que c'est pour ma part un défi qui est quasiment mondial. Le travail sur la donnée, c'est quelque chose qui doit arriver en créant une collaboration entre le privé et le public. Mhm. J'avais donné une conférence au Bahreïn, invité par le prince du Bahreïn en 2023. C'était à Manama. Et justement, j'avais proposé l'idée suivante. C'est que afin de développer l'IA chez nous, euh, les organismes publics doivent adopter ce qu'on appelle une approche statique, qui est celle de tout investir pour proposer des données que les entreprises privées au Maroc utiliseraient pour améliorer leurs IA. D'accord? Et réciproquement, les entreprises privées doivent s'engager de créer des IA et d'utiliser de la manière la plus intelligente ces données afin de créer des champions. Évidemment, toutes ces entreprises privées ne vont pas créer des champions, mais il va y en avoir peut-être une, deux ou trois. Et ça peut être déjà très suffisant pour avancer vers l'avenir. Il y a déjà aujourd'hui des entreprises marocaines qui se lancent à cette aventure-là, mais on doit multiplier la probabilité pour être sûr d'y arriver. Et donc, les entreprises privées doivent embrasser ce qu'on appelle income-based approach, donc le fait de créer des intelligences artificielles qui favorisent la création de revenus provenant de l'étranger, en vendant des produits notamment. Et le public doit embrasser ce qu'on appelle de static-based approach, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire de l'argent avec l'IA, c'est d'investir, donc ce n'est pas une dépense, d'investir l'argent public pour créer des volumes de données de très bonne qualité que les entreprises privées peuvent réutiliser pour développer leurs IA. Et c'est cette collaboration qui fait que tout le monde va être gagnant. Le public va favoriser un terreau et va favoriser une dynamique économique dont il bénéficiera via l'impôt, via les partenariats, via la croissance. Et les entreprises privées vont y bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un soutien par la donnée qui est finalement un financement indirect. Parce que la donnée, comme je le dis depuis plusieurs années, c'est un financement alternatif à la liquidité, à l'argent, au cash classique. Et donc c'est ce cercle vertueux qui va permettre d'arriver vers un jour, j'espère, ce qu'on appelle the market-based approach, où là, les entreprises vont aller encore plus loin, et ça c'est un step qui est plus avancé, celui d'échanger les données entre les différentes entreprises pour créer des IA encore plus performantes. Donc que la transaction ne se fasse plus que sur une base monétaire, mais qu'elle se fasse aussi sur une base de la donnée, qui est parfois plus riche et qui est surtout dynamique. Elle évolue dans le temps. Il y a une part de données qui évolue dans le temps. Je vous donne un exemple. Vous utilisez une application sportive, les données que vous enregistrez sont dynamiques. Elles évoluent, votre performance évolue, votre âge évolue. Tous ces éléments-là font que l'IA continue d'être alimentée. Et comment on favorise cette interopérabilité entre les entreprises pour que la donnée circule comme ça? Comment on outille les gens? On doit créer, on va dire, ce dialogue business entre le public et le privé. Il se fait, là, on voit qu'il y a vraiment cette volonté qui commence à naître. Mais comme je le dis encore une fois, c'est à l'entrepreneur. L'entrepreneur ne doit pas attendre du public pour qu'il le fasse. L'entrepreneur doit aller vers le public. Il doit prendre sa responsabilité. Un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui prend des risques et qui a une vision et qui a envie de contribuer à son pays. Donc c'est à lui de faire des propositions, c'est à lui de s'acharner sur cette vision-là. Mais d'abord, adoptons cette vision. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des entreprises aujourd'hui qui développent de l'intelligence artificielle et qui essayent de l'exporter. Donc ça peut être ou bien des produits, mais bon, on n'est pas encore sur des produits de haut de gamme parce que c'est encore un travail plus important à faire. Il y a le ministère du numérique qui fait des partenariats avec certaines entreprises pour inviter cette technologie ou cette innovation en interne afin que les citoyens en profitent. Ça, c'est une excellente chose. Maintenant, on doit continuer sur cette vibe-là. Et encore une fois, c'est les entrepreneurs, qu'ils soient marocains ou marocains du monde, qui doivent s'associer pour cela. Il faut créer ce pont entre les MRE et les Marocains du Maroc. Un pont qui devrait, pour moi, même pas exister parce qu'on est du même pays, mais un pont d'affaires. Par exemple, il y a énormément de Marocains ici qui sont très qualifiés, il y a énormément d'MRE qui sont très qualifiés, et leur apport d'horizons différents
peuvent faire en sorte qu'on peut a confectionner des produits quelque peu singuliers, qui n'existent pas ailleurs. Et je vous assure, c'est vraiment l'exploitation de richesse qui serait la plus importante, c'est de puiser dans cette diaspora. D'autres pays ont des diasporas, mais en général, elles sont moins nombreuses et pas si attachées que ça à leur pays. Nous, on a vraiment cette chance où la maroquinité est complètement collée à notre peau. Il y a aussi une certaine réalité, c'est que parfois, le Marocain ou la Marocaine s'empêche de rêver. Pour créer du concret, pour faire des affaires, on commence toujours par une première étape. Et cette première étape, c'est imaginer. Et donc cet espace d'imaginaire, parfois, nous, en tant que Marocains, on se le réduit. J'avais donné une conférence à Oujda et on m'a dit qu'il y avait une ingénieure de très haute qualité qui avait une question à me poser. La question qu'elle me pose, c'est est-ce que son niveau est suffisamment élevé par rapport au monde entier? Ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible que la modestie ait pris autant de place. La modestie doit rester en famille, entre amis, dans la vie quotidienne, avec ses aînés, avec ses jeunes, mais pas du tout dans les affaires ou dans le travail. Il faut oser dire, je suis capable de le faire et je vais y arriver. Évidemment, en demandant toujours la bénédiction de Dieu. Mm. On dit le Inch'Allah, on demande à Dieu de favoriser les circonstances qui nous dépassent pour pouvoir exécuter notre volonté individuelle. Eh bien, c'est ça qui manque. C'est la confiance. Euh, Voir petit parce que c'est modeste. Rien nous dit qu'il faut voir petit. Il n'y a aucune moralité dans ce monde qui nous dit il faut voir petit, sinon c'est mal. Non, ça n'existe pas. C'est une idée que parfois on a acceptée et qui est très bien, comme je l'ai dit, dans d'autres sphères, mais pas du tout pour développer un pays. Pour développer un pays, il faut continuer à être ambitieux, il faut voir grand. Plus vous voyez grand, plus l'impact le sera. Si vous voyez petit, il sera petit. Il y a cette célèbre phrase qui dit que si vous voulez élever un arbre, il ne faut pas choisir un pot de fleurs, mais plutôt un jardin espacé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'être humain. Il n'y a pas aussi un problème de financement ou peut-être juste programme d'accompagnement? Parce qu'on peut bien rêver, mais après, comment est-ce qu'on va Je ne suis pas chercher? d'accord. Non? Nous avons ce qu'il faut et je vais vous donner deux pays qui sont aujourd'hui excellents dans leur développement et qui n'ont même aucune matière première, la Corée du Sud et Singapour. Deux pays, la Corée du Sud est sortie des années 60 après une guerre avec zéro matière première. Ils n'ont rien à cultiver, rien à offrir au monde. Mais comme nous, ils ont des ressources intellectuelles. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et justement, c'est à titre individuel qu'on doit comprendre, qu'on ne doit pas se dire, oui, je dois attendre que ceci soit amélioré ou que cela soit amélioré. Ça, c'est une erreur personnelle Mm. que nous avons. Euh, c'est 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 pas toujours attendre de l'autre pour pouvoir avancer. Si tout le monde pense comme ça, ben évidemment qu'on n'avance pas. L'État donne le maximum pour pouvoir développer, mais c'est à nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, personnalité, je ne sais pas moi, chef d'entreprise, peu importe, de pouvoir avancer, de se dire comment je vais faire exploser mon potentiel. Et encore une fois, on voit l'exemple de la Corée du Sud, qui a parmi ce qu'on appelle les white collars, donc les personnes qui travaillent dans les entreprises, parmi les performances les plus élevées du monde. J'étais en réunion avec le chef de la place financière de Busan et le chef de la place financière de Tokyo et on mangeait. Et évidemment, il y a toujours cette concurrence entre le Japon et la Corée. Et le Japon est un pays très développé avec aussi des personnalités fulgurantes en termes de performance. Et le japonais lui-même disait aux Coréens de la place financière, il dit, tu sais Badr, les white collar coréens nous ont dépassés, nous les Japonais. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, bah, la performance aujourd'hui du Coréen est bien plus importante que la performance individuelle du Japonais. Ils sont beaucoup plus performants et beaucoup plus éduqués que nous, et qualifiés. Et en réalité, pour un Japonais, c'est dur de le dire, hein. Il y a une certaine fierté, mais il l'a admis. Et évidemment, corroboré par la personnalité coréenne qui était avec nous. Tout ça pour dire que la Corée part sans aucune matière première. Donc, c'est une leçon individuelle qu'on doit avoir, et surtout que nous, en tant que pays, on a des ressources, qu'elles soient humaines,
intellectuelle, géographique, diplomatique. On a un pays diplomatiquement très ingénieux. C'est un des pays les plus ingénieux en diplomatie. Et ça remonte à des siècles et des siècles, hein. Quand vous étudiez la cour, les cours royales marocaines depuis des siècles et impériales, il y a un art de la diplomatie qui est phénoménal. Donc on a tous les ingrédients. Et c'est à nous, à titre personnel, je répète, et individuel, d'y arriver. Pas de se dire, ceci ne fonctionne pas, c'est la faute de... Non, c'est à nous de le faire. Et quand vous créez cette dynamique, les gens autour de vous ont envie aussi de l'absorber. C'est une mentalité de gagnant, c'est exactement, et j'en avais déjà parlé, mais c'est exactement ce que notre coach de l'équipe nationale, J'allais en Walid parler. Regragui, J'allais en parler. pas la faute de si, là. Non, j'ai une mentalité de gagnant et je vais gagner. C'est ce que j'allais dire, c'est un état d'esprit et c'est vrai que Walid Regragui, c'est un grand symbole Bien sûr. de ça, de ce que tu viens de dire. Et justement, tu l'avais invité au gala et je pense que il fait partie des leaders Des du mentors, ouais. Morocco. Alors, je veux en parler plus en détail du Morocco 40 Under 40. C'est une association donc que tu as commencé avec ton frère, il me semble. Parle-moi un peu juste de l'idée, comment ça t'est venu, pourquoi, et puis c'était quoi le premier appel ou le premier message que tu as fait pour concrétiser la chose? C'est une association qui sont but lucratif, dont le but est de former et célébrer 40 leaders de moins de 40 ans, marocains et MRE, chaque année, pour arriver à une cohorte de 200 leaders pour 2030 de tous les secteurs du Maroc et des Marocains du monde pour contribuer à n'importe quel programme du pays. Donc on met à disposition au Royaume du Maroc ces qualités de personnes qui se sont rencontrées, qui apprennent à se connaître, qui travaillent ensemble. On va sortir bientôt une brochure de recommandations avec les 40 leaders de la première cohorte qui vont donner leur avis positif sur ce qu'il faudrait faire au Maroc, sachant leur expertise. Et on va faire ça chaque année. Et donc, en ayant cette équipe de 200 excellences pour 2030, c'est de la matière grise organisée dans laquelle on peut puiser pour encore plus renforcer la position du Maroc. Et ça, j'y crois vraiment du fond du cœur. On a aussi créé une base de données inédite avec tous ces excellences marocaines à travers le monde entier. Quel que soit le secteur, quel que soit leur âge, leur profession, on a tous ces éléments-là. Et donc, on peut repérer des profils de manière très simple. Et évidemment, avec nos connaissances en IA, on peut aller encore plus loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une base de données où on a des candidats d'excellence, des gens qui ont postulé, des gens qui sont dans la liste des 40, des gens qui nous ont rencontrés, etc., etc. Parce qu'il y a énormément de Marocains, à l'international également, qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre, mais qui font de grandes choses, et qu'on doit absolument connecter avec le Maroc parce qu'ils ont quelque chose à apporter. C'est indéniable. Donc le Morocco's 40 Under 40, c'est chaque année former et célébrer 40 leaders de moins de 40 ans de tous les secteurs. Donc on a aujourd'hui, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 10 octobre. Donc chaque Marocain et MRE qui veut être sur la liste et qui considère avoir un profil d'excellence et singulier, il peut candidater. Et on a plusieurs jurys dans chaque secteur qui vont choisir le bon candidat. Des personnes évidemment très qualifiées. Vous les choisissez sur la base de quoi? Ce sont des personnes qui ont réalisé quelque chose d'exceptionnel dans leur secteur, reconnues par leur pairs, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Donc c'est que des personnalités qui sont en tout cas dans leur secteur indiscutables, qui ont passé un certain palier. Et donc, et parfois composé de certains mentors aussi, donc, dont on fait la promotion également et qui nous soutiennent, qui sont ces success stories. Et pourquoi on a des mentors? C'est parce qu'on veut aussi faire comprendre que oui, on célèbre des leaders de moins de 40 ans, mais on n'oublie pas cette transmission, cet héritage. Il y a 40 mentors qui dépassent en général les 40 ans, évidemment. Et ces mentors-là représentent l'excellence et ils ont déjà réalisé beaucoup de choses. Et ils sont là pour transmettre à ces 40 leaders de moins de 40 ans une histoire, un conseil, peu importe, pour les aider à maximiser leur potentiel et, in fine, contribuer pour le pays. Il y a déjà aujourd'hui, et ça, on ne fait pas cette publicité sur les réseaux sociaux du Morocco's 40 Under 40 parce qu'on considère que c'est un impact qu'on fait avec le cœur. C'est que déjà aujourd'hui, il y a des leaders qui vendent leur technologie à des mentors. Donc il y a du business qu'on a créé de manière indirecte. Il y a des leaders qui travaillent entre eux, ensemble, aujourd'hui, qui ne se connaissaient pas avant le Morocco's 40 Under 40 et qui aujourd'hui travaillent ensemble pour créer une valeur ajoutée supplémentaire au Maroc.
Donc on a un impact indirect d'un point de vue business dès la première cohorte, témoigné et rapporté par ces personnes-là elles-mêmes. Évidemment, pour garantir la confidentialité de leur business, on n'étale pas tout cela sur les réseaux sociaux, ce Mhm. qui serait évidemment discourtois. Mais on est très fiers de cela, mais on veut aller encore plus loin. Donc, notamment, et en parallèle de cet impact, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, on veut inspirer les jeunes générations à voir grand, à voir excellent, et surtout à faire en sorte que ces Marocains d'excellence se connaissent, apprennent à se connaître et travaillent ensemble pour faire beaucoup plus de choses, pour réaliser beaucoup plus de choses pour le Royaume du Maroc. Alors concrètement, ils travaillent sur quoi, les leaders? Une fois que vous avez vos 40 leaders, quel est le pitch? Vous leur parlez pour leur dire quoi? Lorsque les 40 leaders de moins de 40 ans ont été identifiés, on les célèbre évidemment et ensuite on fait des séances de webinaires et de conférences exclusivement ouverts à ces 40 leaders où on invite les mentors à échanger avec eux directement. Par exemple, le dernier en date, après notre gala avec Monsieur Walid El-Gragui, la remise des certificats aux leaders, la présence de son Excellence Monsieur Azoulay, du Monsieur le ministre Riyad Mezour, de Madame la ministre Amal Serrochni et de tous les mentors qui nous soutiennent, on a organisé un webinaire, par exemple, avec Ilham Qadri, qui est une des CEO les plus influentes du monde. Elle est marocaine, elle a travaillé très longtemps en Belgique. Moi, j'ai grandi en Belgique. Donc, j'ai constaté ce qu'elle faisait déjà à l'époque, etc. Et elle a apporté un vent de fraîcheur énorme en Europe, d'un point de vue femme d'affaires et femme d'influence en entreprise. Et donc, beaucoup de leaders nous ont exprimé leur volonté de pouvoir échanger avec elle. Euh, et on a créé ce moment où il communiquait avec elle de manière directe, où il lui posait des questions parfois précises pour savoir comment faire exposer leur potentiel. Et évidemment, elle, de manière très bienveillante, donnait des conseils stratégiques pour ces personnes-là. Ce sont des conseils qui, sur le marché, coûtent très cher. En parallèle de cela, Mhm. on fait aussi des one-to-one, du mentorship one-to-one. Et par exemple, un leader, on se base sur la volonté du leader et son parcours, et en fonction de cela, on lui propose des mentors. Mais en général, il nous propose des noms sur la liste des mentors. Et nous, on met en relation. Et donc, ils se voient, ils s'appellent, ils se rencontrent, et ils créent du lien. Et aussi, on a créé le Morocco's 14 to 40 magazine. On a beaucoup travaillé, on est très fiers de ça, où on raconte l'histoire individuelle de chacun de ces leaders, pour que les gens comprennent un peu mieux les parcours de ces Marocains, qui font de grandes choses au Maroc et à l'étranger. Et on veut qu'ils soient identifiés comme les personnes de référence dans leur secteur. On est convaincus qu'ils vont apporter quelque chose d'énorme. Dans ces profils, il y a de ces potentiels inimaginables. J'ai voyagé beaucoup dans le monde et sincèrement, ces potentiels-là représentent le top 10 pourcent de ce qu'on peut trouver dans le monde, sincèrement. Et ensuite, pour clôturer l'édition, après le gala, ce sur quoi on travaille, on finalise avec une brochure de recommandation. Donc après le magazine qui explique le profil et l'histoire de ces leaders, on fait une brochure où là, c'est plutôt du contenu de fond. Où chacun de ces leaders de moins de 40 ans développe ses recommandations personnelles en tant qu'expert pour le Mhm. Maroc. Que ce soit la culture, que ce soit l'agriculture, la finance, fintech, l'IA, blockchain, tout ce que vous pouvez imaginer comme secteur, en fonction de leur art, ils apportent leur contribution. Est-ce que vous avez remarqué certains d'entre eux qui ont concrètement commencé des projets ou des business ou peu importe, à part l'échange de business dont tu as parlé tout à l'heure, des projets concrets pour le Maroc? Oui, bien sûr, il y en a certains. Par exemple, si je parle de certains MRE, il y en a un qui veut délocaliser une partie de son marché au Maroc. Donc il opère à l'étranger, Mhm. il fait de bons revenus annuels, de gros revenus annuels à l'étranger, mais il veut aussi s'implanter au Maroc. Et c'est via l'association aussi, le Morocco's 14 to 40, qu'il trouve une voie pour pouvoir le faire. Donc c'est aussi créer ce pont entre le monde et le Maroc, tout en restant évidemment actif à l'international, pouvoir aussi venir au Maroc pour créer de l'emploi, créer du revenu. Mhm. Et c'est ça la contribution directe. J'avais une question en tête, j'ai oublié. Ah, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as remarqué maintenant, vous êtes à votre deuxième édition. Mhm. Quelles sont les leçons apprises de la première édition, les choses que
que vous allez améliorer, peut-être changer? Bah, disons qu'on a commencé cette association avec nos fonds personnels. Donc, Oussama Boussabat et moi-même. Donc, on a donné du temps et de l'énergie et aussi de nos propres investissements. Mais ça c'est avec grand, grand plaisir. Et donc, on apprend à mieux. Ce qu'on veut, c'est évidemment garder l'association viable. Mais heureusement, on a les sponsors, on a ces personnalités. Et je dirais que la leçon qu'on apprend et qu'on apprend toujours à chaque fois, c'est le fait de voir encore plus grand. Euh, on veut faire beaucoup plus d'impact que la première édition. Pour nous, on a encore des défis à relever. Il y a de grandes choses à créer et on voudrait créer quelque chose de significatif et d'unique pour le Maroc. Et je suis sûr qu'on pourra le faire. On a, grâce à ces mentors et ces leaders, peut-être un des réseaux éméreux les plus qualitatifs du monde. Parce que c'est, en termes d'excellence, je parle, hein, et surtout connectés. C'est-à-dire que on est tous liés. On peut se communiquer ensemble, on fait des événements ensemble, et surtout, pas comme certaines institutions internationales qui font juste une célébration et on passe à autre chose. Non, on est Hmm. sur toute l'année engagé, via les webinars, via les événements. On va organiser des panels aussi, avec les Ouais. leaders Mhm. de la première cohorte et de la seconde cohorte. Ils vont prendre la parole à des endroits, on va les inviter à des endroits pour qu'ils prennent la parole. Donc, on va encore créer encore plus de liens. Et c'est un moment unique sur lequel qu'on doit exploiter parce que le Maroc, j'ose l'espérer, il gagnerait beaucoup. Ces leaders que vous trouvez un peu partout dans le monde, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier? Est-ce qu'il y a un pourcentage d'un secteur plus qu'un autre ou est-ce que c'est vraiment diversifié? On a eu même plusieurs personnes du secteur spatial, par exemple. Même en tant que mentor, il y a 2 personnes qui sont liées à ce secteur-là. On a beaucoup l'intelligence artificielle, beaucoup la fintech aussi, le management, la culture. Et c'est un point important au Maroc. On a la santé aussi, qui est très important. On a vraiment une forme de diversification naturelle. C'est comme pour la, comment dire, la liste où on voit que c'est naturellement équilibré. Je vais Hmm. vous faire une confidence, hein. Nous, c'était pas très compliqué d'avoir une balance homme-femme dans notre liste, par exemple, parce que c'est naturel au Maroc. Et c'est un modèle qu'on doit exporter. C'est encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais sur lequel on devrait s'attarder. C'est-à-dire que le Maroc a un modèle naturel où les femmes et les hommes sont qualifiés de manière équilibrée en termes de nombre, chose qui est très Hmm. difficile dans d'autres pays. Juste un exemple très simple, le nombre d'ingénieurs. Nous avons un équilibre. Dans beaucoup d'autres pays, notamment ailleurs, euh, très développés, sont très loin de cet équilibre et peinent à équilibrer la chose. Ils font des politiques publiques, ils investissent, mais ils n'y arrivent pas. Nous, c'est naturel. Et nous, cette liste, par exemple, elle est naturellement équilibrée. On n'a pas dû chercher un profil féminin parce qu'il fallait chercher un profil féminin. Non, on avait suffisamment de qualité des 2 côtés. Et ça, c'est un modèle qu'on doit exporter. C'est un modèle duquel on doit parler. Et je pense que les organisations internationales doivent nous écouter sur ce sujet. Et je le dis dans ce podcast, c'est très important pour comprendre comment arriver à leurs objectifs, Hmm. c'est-à-dire l'équilibre homme-femme, par exemple, etc. Mais en partant d'une fondation beaucoup plus solide qui n'est pas artificielle. Mhm. Ce n'est pas une parité artificielle, elle est naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra que les organismes internationaux étudient pour comprendre. D'ici 2030, vous voyez quoi? C'est quoi l'ambition? Vous avez les 200 qui sont prêts à s'engager pour le Maroc. On les laisse à disposition. C'est le royaume qui décide, on les Ah, laisse d'accord. décider des profils dont ils auraient besoin. On a par exemple une personnalité qui travaille dans un des plus gros projets du monde, qui est Neom en Arabie Saoudite, Abdelali par exemple. On a une autre personne qui a levé des millions d'euros de fonds pour convertir le carbone en énergie. Tous ces profils-là sont exceptionnels, quel que soit le secteur. Et ces profils-là, euh, à tout moment, s'ils sont invités et conviés par le Royaume du Maroc, euh, si les plans s'alignent, ils seront là pour contribuer. C'est-à-dire que nous, on fait notre travail de structurer, de construire et de mettre à disposition. Hmm. Après, le reste, on le laisse au Royaume de gérer. Il a suffisamment de clairvoyance pour
pour les actions qu'il veut entreprendre. Nous, on fait notre maximum et on met à disposition. Merci Badr. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Du coup, on peut dire aux gens qui peuvent appliquer que Tout à c'est fait. ouvert. Sur le site internet, donc morocco40under40.com, ou alors sur les réseaux sociaux, Morocco's40under40, ils trouveront facilement sur LinkedIn ou Instagram. Donc, quand ils veulent. Parfait. Merci beaucoup Badr. Avec grand plaisir, merci à vous.